Pierre Nkurunziza, candidat à un troisième mandat présidentiel au Burundi, il a déposé sa candidature vendredi. La veuve de l'ancien président Nelson Mandela sort de son mutisme face à la vague de violence qui secoue l'Afrique du Sud. Garça Marchel appelle au réveil face à la xénophobie. Enfin, le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh promet le soutien de son pays aux réfugiés du conflit yéménite. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session de l'information. Bonjour et bienvenue. Pierre Nkurunziza, le président burundais, a donc officiellement déposé sa candidature pour la présidentielle du 26 juin prochain dans son pays. Une candidature fortement dénoncée par l'opposition burundaise, mais qui est toutefois validée par la Cour constitutionnelle. Reportage. Le président burundais Pierre Nkurunziza a officiellement déposé vendredi sa candidature controversée à la présidentielle du 26 juin, malgré la protestation de la rue et la pression internationale croissante. En arrivant en début d'après-midi à la Commission électorale nationale indépendante à Bujumbura, le chef de l'État a promis que les manifestations, lancées il y a une dizaine de jours et devenues selon lui une insurrection, seraient maîtrisées d'ici peu. Il n'y a pas de spirale de violence, c'est ce que vous avez vu ici à Bujumbura, comparativement à ce qu'on a connu dans d'autres pays, comme ici au Burundi, même dans les moments les plus difficiles, dans les années 93, dans les années 2005 aussi, c'était grave parce qu'on a organisé les élections en 2005 au moment où il y avait un autre mouvement qui continuait à dire que les élections ne vont pas se tenir. Pierre Nkurunziza a été le premier des prétendants déclarés à la présidentielle à déposer sa candidature selon la CENI. À la veille de la date limite de dépôt, il est arrivé souriant, accompagné d'une trentaine de militants vêtus aux couleurs de son parti, le CNDD-FDD. Même en 2010, il y avait quelques aussi résistances pour aller au processus électoral, mais nous vous disons que chaque chose a son début et a sa fin, mais ce que nous remarquons aujourd'hui, ce n'est pas comparé avec ce qu'on a vécu dans les années 93 ou en 2005. Nous disons que la situation est facilement maîtrisable et que le processus électoral va se passer en bonne et due forme. Les opposants au chef de l'État, déjà élus en 2005 et 2010, jugent un éventuel troisième mandat inconstitutionnel et contraire aux accords d'Arusha qui avaient ouvert la voie à la fin de la longue guerre civile dans ce petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Les partisans de Pierre Nkurunziza jugent la démarche parfaitement légale. Notons que, sous pression de la communauté internationale qui menace de ne plus financer le processus électoral, opposition et pouvoir ont entamé cette semaine des pourparlers informels. Vendredi matin, Bujumbura à quelques heures bruissait de rumeurs sur un accord imminent. En Afrique du Sud, Garça Marchel, à la veuve de l'ancien président Nelson Mandela, a appelé le pays à se réveiller avant que les violences xénophobes ne se retournent contre les Sud-Africains eux-mêmes. Cette mise en garde intervient alors que le pays semble retrouver un calme relatif face justement à ces violences qui ont déjà fait au moins 7 morts. Une colère, une haine autodestructrice, nourrie de frustration accumulée depuis les années d'apartheid, se manifeste actuellement contre les étrangers. Mais demain, ça ne sera plus contre les étrangers, mais contre les Sud-Africains eux-mêmes, a mis en garde Garça Marchel. How do you explain to people in those conditions? Comment expliquez-vous que dans ces conditions, le Mozambique, la Zambie, l'Angola ont été très solidaires? Et alors, vous savez ce qu'ils m'ont dit? You know what they have told me? They said, but you tell us about our leaders and our cadres. How many were they? Ils disent, mais à propos de nos dirigeants et de nos cadres, combien y avait-il dans chacun de ces pays? Ont-ils ouvert leurs magasins? Vraiment? Ont-ils employé des Sud-Africains? Vous voyez, la logique de ce que nous parlons ici, pour des gens qui sont absolument démunis, ne fonctionne pas. Cette logique ne fonctionne pas.
Ces violences xénophobes doivent servir d'avertissement à toute l'Afrique du Sud et à toute la région australe, a fait remarquer l'ex-première dame sud-africaine. La logique de Graça Machel voudrait que la minorité noire soit considérée non pas comme des êtres qui dérangent, mais plutôt des personnes opprimées qui ont besoin d'assistance. Those 5 millions of foreigners who are in South Africa. Ces 5 millions d'étrangers qui sont en Afrique du Sud sont poussés pour venir ici. That's why they come to sell cigarettes. That's why some of them they come to open this small business. The Somalis, the Ethiopians. Voilà pourquoi ils viennent vendre des cigarettes, ouvrir ces petites entreprises. Ces Somaliens, ces Éthiopiens. Pourquoi? Parce que nous, le mouvement de libération au pouvoir maintenant, nous avons perdu notre rêve. Nous avons perdu la vision. We lost the dream. We lost the vision. Le président Jacob Zuma en est conscient, réaffirmant qu'il faut s'attaquer aux racines du mal en Afrique du Sud elle-même. Il a cependant interpellé ses homologues africains, disant que son pays n'aurait pas pu accueillir tant d'immigrés si la situation économique et politique était meilleure chez eux. Un autre élément dans cette édition, après la libération de plusieurs victimes séquestrées par le groupe Boko Haram, l'une des femmes libérées raconte son histoire. Elle relate ici comment les faits se sont déroulés au moment où ce groupe terroriste est entré dans son village. Fanta Adamou est une ancienne prisonnière de Boko Haram. Comme les 274 autres femmes et enfants libérés des mains de Boko Haram, elle réside ici à Yalo, dans un camp où sont installées les anciennes victimes du groupe terroriste. Dans ce camp, les anciens otages du groupe djihadiste sont mis sous surveillance d'une équipe médicale qui tente de panser leurs blessures psychologiques. Des blessures dont elles ont du mal à se remettre après plusieurs mois de captivité au cours desquels elles ont été sujettes à toutes sortes d'horreurs et d'atrocités. J'étais assise dans ma maison et j'ai commencé à voir des gens s'enfuir. On a commencé à entendre des coups de feu un peu partout et je ne pouvais aller nulle part. Regardez-moi, je ne peux pas m'enfuir. Donc quand je les ai vus commencer à tuer tous ces gens, je suis restée silencieuse. Un de mes fils, il est soldat à Lagos, il a essayé de me sortir de là. Dans le camp, les équipes présentes soignent les blessures physiques des victimes et tentent de leur apporter un soutien psychologique. Mais les traumatismes profonds demandent un travail de longue haleine et les victimes sont nombreuses. La plupart de ces femmes et enfants sursautent encore à la mention du nom du groupe terroriste. D'autres se murent dans le silence. Une première session à huis clos a réuni mercredi dernier 30 aides médicaux, assistants sociaux et psychologues expérimentés avec une partie des victimes. Précisons que plusieurs ONG étrangères sont aussi présentes pour gérer les traumatismes des enfants. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme s'est étonné vendredi que la France n'ait ouvert qu'en juillet 2014 une enquête sur les accusations de viol d'enfants par des soldats français en Centrafrique. Ce haut-commissaire a toutefois salué l'engagement de la France en Centrafrique via l'opération Sangaris, estimant qu'elle a sûrement permis d'éviter un génocide. Les autorités françaises ont ouvert leur enquête fin juillet 2014 après avoir été saisies d'un rapport de l'ONU transmis à la mi-juillet par un fonctionnaire du Haut-Commissariat Anders Kompass. Mais pour le Haut-Commissaire, quelqu'un au sein des forces armées françaises sur place a forcément été informé des faits avant la remise du rapport, voire quand ils se sont produits. Il ne fallait pas juste lancer des poursuites judiciaires, mais il fallait mettre en place une enquête approfondie au sein des forces armées et de savoir pourquoi ces allégations de viol n'ont pas été vérifiées plus tôt par une enquête des autorités françaises. Les abus rapportés dans le document n'étaient probablement que la pointe de l'iceberg de ce qui apparaît comme un comportement plus généralisé. 14 soldats français sont mis en cause dans cette affaire potentiellement désastreuse pour l'image de la France et de son armée en Afrique, dont certains ont été identifiés. Cette enquête, menée par le parquet de Paris, est restée secrète jusqu'à ce qu'un article du quotidien britannique The Guardian révèle l'affaire. Les témoignages des enfants sont contenus dans un rapport de
de l'ONU et retrace des faits commis envers un petit nombre de mineurs sur le site de l'aéroport de Mpoko à Bangui. Prétendre que mon prédécesseur ou moi-même avons tenté d'étouffer cette affaire, c'est scandaleux, tout simplement scandaleux. Pourquoi serions-nous élus en tant que commissaire pour les droits de l'homme si nous sommes capables de faire cela? Ce qui est regrettable, c'est qu'en fait, la responsabilité de cela a été presque entièrement reportée sur les Nations Unies. Le directeur des opérations du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme avait été suspendu le 17 avril pour avoir transmis à l'été 2014 ce rapport confidentiel à la France. Il a été réintégré dans ses fonctions mardi suite à un jugement d'un tribunal administratif de l'ONU. Le cadre suédois continue malgré tout de faire l'objet d'une enquête interne de l'ONU qui l'accuse d'avoir transmis un document confidentiel sans avoir pris la précaution d'enlever les noms des victimes présumées et d'avoir court-circuité ses supérieurs. Direction maintenant le Libéria où la fin de l'épidémie d'Ebola a été déclarée ce samedi 9 mai par l'Organisation mondiale de la santé. Ceci parce qu'aucun nouveau cas n'a été détecté dans ce pays. Ce jour marque donc l'expiration des 2 fois 21 jours après l'enterrement du tout dernier cas enregistré. C'était en mars dernier, mais surtout l'épilogue de plus d'une année de souffrance et de sacrifices humains. Le président du Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, met en garde contre le risque de renforcement du terrorisme Al-Qaïda que fait peser sur la région la guerre au Yémen. Il a toutefois promis le soutien de son pays à ceux qui fuient le conflit. Reportage. Pour le chef de l'État, la guerre au Yémen, séparée de son pays par un étroit bras de mer, alimente des rivalités dangereuses entre musulmans chiites et sunnites qui profitent notamment à la branche locale du groupe islamiste Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Celle-ci, craint-il, pourrait bien étendre son pouvoir. Le terrorisme prôné par Al-Qaïda, version péninsule arabique, est en train de profiter de cette regain de tension entre chiites et pour assouvir leur haine contre les gens qu'ils considèrent comme des hérétiques, n'est-ce pas, et qui se trouvent être les gens qui sont combattus par l'Arabie saoudite. Une coalition de pays arabes menée par l'Arabie saoudite a entamé fin mars une campagne de bombardement contre les rebelles houthis chiites et leurs alliés après que ces derniers eurent pris le contrôle de larges parties du territoire yéménite. Les rebelles sont eux-mêmes soutenus par l'Iran. Nous avons certaines inquiétudes dans la mesure où il y a des forces extérieures qui commencent à s'intéresser. L'Iran est en train de voir grand, de voir qu'il y a de la place pour elle ici dans cette région. Le conflit a déjà poussé au départ des milliers de réfugiés, dont beaucoup ont traversé la mer pour rejoindre Djibouti comme point de transit ou pour s'y abriter. L'Afrique est en train de monter en puissance économique. L'Afrique, notre position doit servir à l'intégration régionale de l'Afrique. Petit pays de la Corne de l'Afrique, peuplé de quelques 800 000 habitants, Djibouti abrite déjà 28 000 réfugiés, principalement venus de la Somalie voisine, elle-même plongée dans le chaos. Au pouvoir depuis 16 ans, Ismaël Omar Guelleh n'exclut pas de se représenter en 2016 pour un 4e mandat. Ainsi se referme cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de programme sur Sika. Au revoir.